Très bien. On va voir maintenant votre cours sur les annexes embryonnaires. On va utiliser votre support de cours de la fac. Donc, on a terminé avec l'embryologie. Je vais commencer à pleurer. On a vu la gamétogenèse. On a vu la formation des cellules sexuelles, des cellules sexuelles mâles, des cellules sexuelles femelles, de la fameuse méiose, de la mitose, les différentes étapes de division équationnelle et réductionnelle. Puis enfin, on avait vu la fécondation. Puis on avait vu l'anidation, la deuxième semaine du développement embryonnaire, l'ébauchage des différents organes, la deuxième semaine du développement embryonnaire, la transformation du bouton embryonnaire en un feuillet didermique, puis la transformation du feuillet embryonnaire didermique en un feuillet tridermique, puis la délimitation de l'embryon, d'accord. Et puis enfin l'ébauchage des organes. On a terminé les 4 premières semaines, c'est la partie principale et plus consistante de votre chapitre d'embryologie. On va maintenant voir ces annexes. Les annexes embryonnaires, c'est-à-dire qu'on va un peu revenir sur les différentes semaines. On va suivre la méiose de la deuxième semaine du développement embryonnaire jusqu'à la 4e semaine du développement embryonnaire. On va suivre le cordon ombilical. On va suivre les différents annexes jusqu'à la 4e semaine. Très bien, très bien. Et on va aussi parler de la physiologie de ces annexes. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ces annexes sont là? Très bien. Introduction. Les annexes embryonnaires ou annexes fœtales. Pourquoi on les appelle annexes embryonnaires ou annexes fœtales? Parce que les annexes embryonnaires vont continuer leur fonction et vont continuer à représenter des annexes pour le fœtus. Pour le fœtus après 2 mois du développement embryonnaire. Très bien, très bien. Sont des structures qui, au cours du développement de l'embryon, puis du fœtus, voilà, se forment en parallèle. En parallèle à quoi? Ils se forment en parallèle à la formation de l'embryon et du fœtus. Elles assurent les fonctions vitales de respiration, de nutrition, d'excrétion. D'accord? Ce fœtus, il aura besoin de nutriments, il devra se nourrir, il devra aussi éliminer ses déchets. Toutes ces fonctions sont réalisées grâce aux annexes. Ces annexes embryonnaires prennent place entre le fœtus et l'utérus. Entre le fœtus et l'utérus de la maman, ils seront éliminés à la naissance. Ils seront éliminés à la naissance par la fameuse délivrance. Par la délivrance. C'est au cours de la délivrance que j'élimine les annexes. Tarfou la délivrance ou là, il y a un accouchement, je fais sortir. Vous savez comment se déroule l'accouchement? Au cours d'un accouchement, je fais sortir le nouveau-né, puis les annexes, puis le placenta. Je dois aussi le faire sortir. Jamais se mettre bien. D'accord, voilà. Ce sont le placenta et les membranes. Il faudra normalement vérifier et dont il faut s'assurer de l'intégrité. Vous allez voir en gynéco pourquoi c'est pas notre. Allez, on continue. Très bien. On va commencer par l'amnios. Bon, pour qu'il n'y ait pas de problème de vocabulaire, dans notre cours de la 2e semaine du développement embryonnaire, on avait parlé d'amnioblaste, de cavité amniotique et d'amnios. On avait dit que l'amnios était l'ensemble amnioblaste, cavité amniotique. D'accord? L'amnios, c'était l'ensemble cavité amniotique et amnioblaste. C'était quoi les amnioblastes? Les amnioblastes, c'était les cellules qui tapissaient la cavité amniotique. Elles dérivaient de quoi? Elles dérivaient du cytotrophoblast. Très bien. Allez, on reprend, on va voir ce qu'il va nous dire ici. L'amnios membrane. Membrane délimitant la cavité amniotique. D'accord? Ce n'est pas la même nomination. Oui? Qui fâche? Très bien. Donc, on va suivre comme le plan de votre cours où l'amnios est l'ensemble cavité amniotique et amnioblaste. On ne va pas nommer l'amnios membrane amniotique. On va nommer la membrane amniotique. La cavité amniotique. Le tout me forme l'amnios. Très bien. Il tapisse la cavité amniotique dans laquelle se trouve le liquide amniotique et qui tapisse la paroi interne du placenta. On va voir que le placenta va être constitué
avec ou là, avec des structures en rapport avec ma cavité amniotique. En rapport avec ma cavité amniotique. Tout ça, c'est la membrane amniotique. D'accord? Tout ça, c'est la membrane amniotique. Très bien. Très bien. Le placenta assure les échanges entre la mère et le fœtus. La vésicule vitéline produit les premières cellules sexuelles et les globules rouges. L'allantoïde participe à la formation du placenta. Le cordon ombilical relie le placenta au fœtus. Ce qu'on a, c'est une partie du fœtus. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'amnios, khlas, on sait ce que c'est. Le placenta, on sait ce que c'est quand on va parler de sa formation. La vésicule vitéline, c'est ça. Elle dérive du lycytocèle secondaire. C'est lui la vésicule vitéline. C'est le lycytocèle secondaire qui va donner la vésicule vitéline. Regardez quand on vous dit les fonctions de la vésicule vitéline. On vous dit qu'elle va produire les premières cellules sexuelles et les globules rouges. On va commencer par les globules rouges. Il faut savoir que les globules rouges vont naître au niveau de certains îlots appelés les îlots de Wolf et Ponder. Ces îlots de Wolf et Ponder, ils sont situés à la périphérie de la vésicule vitéline. Elles sont situées au niveau du mésenchyme qui est situé à la périphérie de la vésicule vitéline. On va voir plus tard qu'il y a des îlots. Et des îlots, elles vont donner les globules rouges fœtaux. Les globules rouges fœtaux. Ça, c'est la première partie. Donc, on sait que les érythrocytes des globules rouges, les globules rouges du fœtus, ou les érythrocytes du fœtus, elles vont naître par du tissu mésenchymateux. Par des tissus mésenchymateux situés à la périphérie de la vésicule vitéline. Elles vont naître à partir de ça. Voyez ces points que je suis en train de dessiner. Ça, c'est le mésenchyme qui entoure la vésicule vitéline, qui va donner naissance à des îlots que j'appelle îlots de Wolf et Ponder, qui vont donner naissance aux érythrocytes. On nous dit aussi que c'est la vésicule vitéline qui va me donner les organes sexuels, ou les cellules sexuelles. Les cellules sexuelles. Si vous vous souvenez du premier cours, notre première séance ensemble en embryologie, vous vous en souvenez? Qui s'en souvient? Qui se souvient de notre première séance en embryologie Kif Kif? Qui se souvient? C'est tout. Vous vous en souvenez? Ou je compte là, chemise polo, hein? C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que je vous avais mis des planches. Et dans ces planches, j'avais répété l'origine des cellules sexuelles primaires. Je les avais appelées Sahidi. Bravo. Comme une information que je ne peux pas utiliser, une information inutile. Vous devez savoir utiliser les informations. Très bien. Donc, je vous avais dit ce jour que les gonocytes primordiaux dérivent à partir de l'allantoïde ou du diverticule allantoïdien. À la 4e semaine du développement embryonnaire, ils allaient migrer pour aller aux ébauches des organes sexuels. Vous vous en souvenez maintenant? Très bien. Selon les écoles, les professeurs disaient une chose et vos cours disaient une chose. Très bien, je vous avais dit que selon certaines sources, c'était au niveau de la vésicule vitéline que les cellules sexuelles primordiales prenaient naissance. Un moment, dans un cours, ils disent que c'est au niveau du diverticule allantoïdien, et dans un autre cours, ils disent que c'est au niveau de la vésicule vitéline. Je vous avais mis une remarque, comme ce n'est pas important, parce que toutes ces régions sont voisines. La vésicule vitéline, le mésenchyme de la vésicule vitéline, le mésenchyme du diverticule allantoïdien. Donc les cellules sexuelles, elles viennent soit d'ici, soit d'ici. Ce n'est pas important pour nous. Si on vous le demande, ils ne vont pas vous demander de choisir entre la vésicule vitéline et le diverticule allantoïdien. Parce que les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. La description. Donc, soit vous dites que c'est au niveau de la vésicule vitéline, soit vous dites que c'est au niveau du diverticule allantoïdien. Très bien. L'allantoïde participe à la formation du placenta. Le cordon ombilical, il relie le placenta au fœtus.
L'amnios, c'est la cavité amniotique. Toujours, nous allons continuer le développement de mon amnios et de ma cavité amniotique. C'est la première annexe dont je vais parler. Vers le 8e jour de gestation, entre l'épiblaste et les cellules trophoblastiques avoisinantes, on voit apparaître des petits espaces intercellulaires qui fusionnent pour former la cavité amniotique. Je vous avais dit, quand on a fait le cours deuxième semaine, qu'il y avait, quand on avait fait la partie ébauchage de l'amnios, il y aura la délimitation d'un espace entre l'ectophile et le mésenchyme sous-jacent, d'accord? Entre le cytotrophoblast, mais le mésenchyme ne sait pas différencier, entre le cytotrophoblast et l'ectophile, et que la partie du cytotrophoblast qui était en contact avec la cavité allait se différencier en quoi? En amnioblaste. Donc, au cours de la deuxième semaine du développement embryonnaire, j'avais un feuillet didermique, et ce feuillet didermique était en contact avec le cytotrophoblast. Il y avait la création d'une cavité. Il y a eu la création d'une cavité entre le cytotrophoblast et entre l'ectophile. Entre le cytotrophoblast et entre l'ectophile. Cet espace, j'allais l'appeler cavité amniotique. Cet espace est appelé cavité amniotique, et les cellules cytotrophoblastiques au contact de cette cavité allaient prendre le nom de amnioblaste. L'amnioblaste plus cavité amniotique vont me former l'amnios. On est en train de répéter. Son plafond est tapissé par les amnioblastes et son plancher est formé par l'épiblaste ou par l'ectophile. Tout ça, on l'a vu. Très bien. Après, au 17e jour, l'embryon et ses annexes comprennent 3 cavités. Là, on a à la fin de la deuxième semaine du développement embryonnaire, l'embryon sera représenté par un disque didermique emprisonné entre 2 cavités. La première cavité supérieure est la cavité amniotique, la deuxième cavité est le lycitocèle secondaire ou vésicule vitéline, et le tuben dans le cœlome externe. Ce cours est une répétition de la deuxième semaine du développement embryonnaire. D'accord? Donc l'embryon est emprisonné entre la cavité amniotique et la cavité vitéline ou le lycitocèle secondaire, et bien sûr la cavité choriale. C'est quoi la cavité choriale? C'est le cœlome externe. Le cœlome externe est la cavité choriale. Le cœlome externe est appelé aussi cavité choriale. C'est pour cela que le mésenchyme tapisse le cœlome externe, je l'appelle lame choriale. Vous vous souvenez de la lame choriale lorsque j'avais la délimitation du mésenchyme? Ça, c'est la lame choriale. Tout ça, c'est la lame choriale. Et la lame choriale nous délimite le cœlome externe ou le cœlome extra-embryonnaire. Très bien. Continuons. L'amnios est un sac qui entoure l'embryon puis le fœtus. On avait dit que la délimitation transversale et la délimitation longitudinale comprenaient une plicature de l'embryon. Cette plicature de l'embryon à la 4e semaine du développement embryonnaire se faisait par l'augmentation de la taille de la cavité amniotique qui allait emprisonner la vésicule vitéline pour qu'elle soit emprisonnée à l'intérieur du pédicule de fixation. Donc on est en train de répéter l'augmentation de taille de la cavité amniotique. Ça, c'est la cavité amniotique. La cavité amniotique est en train d'augmenter sa taille. En augmentant sa taille, elle est en train d'emprisonner l'embryon, bien sûr, et le lycitocèle secondaire. Augmentation de la taille de la cavité amniotique au détriment du cœlome externe. On a vu cela la 4e semaine. Physiologie du liquide amniotique, c'est ce qu'il y a de nouveau. La physiologie de mon liquide amniotique. Le liquide amniotique est un liquide clair, sa description, d'accord, à queue, sécrété par les cellules amniotiques. Source, c'est quoi la source du liquide amniotique? Ce sont les amnioblastes. Ce sont les amnioblastes qui vont me sécréter le liquide amniotique. Ce sont les amnioblastes qui vont me sécréter le liquide amniotique. Très bien. Donc, les cellules amniotiques est dérivée du sang maternel. Une partie importante provient du fœtus.
par la peau, le cordon ombilical. Plus tard, ce sera le fœtus qui va le synthétiser. Les poumons et les reins, donc tous ces organes vont sécréter du liquide amniotique. Ils vont permettre au fœtus de rester dans ce bassin dans lequel il baigne, dans cette eau donc, dans laquelle il baigne. Il est sécrété et éliminé en permanence. Il existe un cycle du liquide amniotique. Comment est établi ce cycle? Allez, on va voir plus tard comment est établi ce cycle. Il est constitué d'eau, mais contient aussi du glucose, des lipides et des cellules fœtales et amniotiques, ainsi que de l'urine fœtale. Le fait qu'il contienne des cellules fœtales permet le diagnostic prénatal grâce à l'amniosynthèse. On va expliquer tous ces points. C'est tellement intéressant. Regardez, le liquide amniotique. Le liquide amniotique, il est sécrété comment? Au début, il est sécrété par les amnioclasts. D'accord? Ensuite, lorsqu'il y a formation du fœtus, c'est le fœtus qui va commencer à le sécréter. Ce sont les organes fœtaux qui vont sécréter ce liquide. Maintenant, le poumon va en sécréter, la peau va en sécréter, etc. etc. Mais ça, ce liquide, il est toujours renouvelé. Comment il est renouvelé? Je l'élimine comment? Comment j'élimine le liquide amniotique? Je n'ai pas un trou ici, dans lequel je vide le liquide amniotique. Qui est en train de parler? Vous, je comptez? Très bien, il est éliminé à travers le cordon ombilical. Regardez ce qui se passe en fait. Il faut savoir que le liquide amniotique est sécrété par l'organisme du fœtus. Bien, mais le fœtus boit le liquide amniotique. Le fœtus peut boire le liquide amniotique. D'accord? Il peut boire le liquide amniotique. Oui. Il ne? Qu'est-ce que je travaille pas? علاش il n'est pas en Italie? Renouveler par les reins. Par les urines. Oui, mais je fais ça les fœtus. Quand le fœtus il urine où? Là, il n'y a pas vu le cordon ombilical. Il urine, la cavité amniotique. L'urine fœtale entre dans la constitution du liquide amniotique. Et là, vous vous êtes retrouvé dans ce cercle vicieux. Le charbon, il fait pipi. Il est toujours à l'intérieur du fœtus. S'il vous plaît, on se concentre. C'est un peu cocasse, hein? On essaie de se concentrer. Le fœtus est en train de former le liquide amniotique. Il le forme par sa peau, il le forme par ses poumons, et l'urine. Ouais, il fait pipi liquide amniotique. D'accord? Donc le pipi du fœtus, il fait partie du liquide amniotique. Mais ça, il le boit aussi. Quand il boit le liquide amniotique, il le boit. Il le boit. Il boit le liquide amniotique. Quand il boit le liquide amniotique va se poser dans son tube digestif. Il va être absorbé par l'intestin. Quand il est absorbé par l'intestin, il va se retrouver où? Il va se retrouver au niveau de la circulation sanguine. De la circulation sanguine, il peut aller vers les reins. Quand il va vers les reins vont l'épurer. Quand ils vont l'épurer, ils vont l'éliminer sous forme d'urine. Et ça il est éliminé toujours dans la cavité amniotique. Donc, de ces différentes étapes, je dois préciser quel endroit qui permet de communiquer entre le fœtus ou le liquide amniotique et le milieu extérieur. Le milieu extérieur est représenté par quoi? Par le cordon ombilical qui peut le faire sortir ce liquide amniotique. Donc le liquide amniotique, il est bu par le fœtus. Quand il est bu par le fœtus, il est absorbé au niveau intestinal. Il va se retrouver au niveau du sang fœtal. Le sang fœtal peut l'envoyer vers le placenta. Et quand il l'envoie vers le placenta peut... Il peut quoi le placenta? Le placenta peut contrôler la quantité de sang. Si j'ai une grosse quantité de liquide amniotique, je dois diminuer la quantité de liquide amniotique. Qu'est-ce que je fais? Je dis au fœtus, bois beaucoup. Il boit beaucoup. Quand il boit beaucoup, il y aura une partie qui va aller au sang. Cette partie qui va aller au sang, je ne vais pas laisser une grosse partie être rééliminée par le rein. Je vais lui prendre au niveau du sang, au niveau du cordon ombilical, et je vais diminuer la quantité en l'envoyant à la maman. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? La maman va l'uriner. Puisqu'il y aura une augmentation de la volémie chez la maman, et la maman
et la maman va l'uriner. D'accord? Donc c'est l'eau de la maman qui permet au fœtus de constituer son liquide amniotique. Et c'est les urines de la maman qui vont permettre de diminuer le volume du liquide amniotique. Donc il faut savoir que rien ne se crée. La place, hein? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. Donc la maman boit de l'eau, l'eau devient du sang. Le sang va aller dans le cordon ombilical, il va aller dans le placenta, puis dans le cordon ombilical, il va se retrouver chez le fœtus. Le fœtus va uriner du liquide amniotique, il va aussi utiliser le sang pour former avec ses cellules le liquide amniotique. Le liquide amniotique va se retrouver au niveau de la cavité amniotique, le fœtus va boire le liquide amniotique, en buvant le liquide amniotique, il va se retrouver dans son sang. Dans son sang, il va aller via les artères ombilicales vers la circulation sanguine maternelle. La circulation sanguine maternelle peut le filtrer pour l'éliminer au niveau des urines maternelles. Oui. يشرب كلش. Il boit ses urines. Il ne distingue rien. D'accord? Il reboit ses urines. Ça fait. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Très bien. Haya, ça c'est la première partie de l'explication. La deuxième partie, c'est l'amniosynthèse. L'amniosynthèse. Puisque ce liquide amniotique, il va contenir des cellules fœtales. Les cellules fœtales, on peut l'utiliser dans le diagnostic prénatal. Par exemple, je vous donne le fameux exemple à la trisomie 21. La trisomie 21. Vous connaissez l'élément de la trisomie? Très bien. La trisomie 21. La trisomie 21, voici comment ça se passe. Il faut savoir que j'ai des marqueurs biologiques et échographiques. Il faut savoir que le suivi de la grossesse, il est systématisé. Maintenant, quel est des bilans à faire en préconception, avant de décider de faire un enfant? Il y a une consultation en post-conception, maintenant la première consultation de la grossesse. Mais il faut savoir qu'il y a des consultations. La consultation obligatoire du 3e mois, du 8e mois, du 9e mois, d'accord? Et la programmation de l'accouchement si elle est nécessaire. Au cours de ces étapes, je réalise des examens non invasifs. Je peux doser l'alpha-fetoprotéine, je peux doser la bêta-HCG, je peux doser l'hormone lactogène, l'hormone placentaire lactotrophe, et tous ces facteurs, ils vont m'indiquer comment fonctionne le placenta. D'accord? Donc ces indicateurs biologiques, ils ne sont pas nocifs. Je me dis comme la maman, il lui un peu de sang et je donne. Il n'y a pas de geste invasif et dangereux pour la maman ou pour le fœtus. Je réalise aussi des échographies fœtales. Oui, je vais essayer d'étudier le fœtus. Je prouve déjà la présence d'un fœtus, qu'il y a une grossesse en cours, et je peux étudier la forme de ce fœtus. Quand la fameuse lacune ou la longueur nucale qu'on utilise pour le dépistage de la trisomie 21. D'accord? Il y a des échographies systématiques chez toutes les femmes. Il y a et à partir de cette échographie, il y a une suspicion de trisomie 21. Lorsque je suspecte la trisomie 21, je dois la confirmer. Comment je peux confirmer la trisomie 21? Par un karyotype. Je dois réaliser un karyotype. D'accord? Vous connaissez le karyotype? Le karyotype est le fait de prendre une cellule somatique, de la colorer, de l'exploser, puis de la photographier, puis de prendre les chromosomes et de les répartir d'une façon isoforme pour qu'on puisse les étudier. ساعات نلقى واحد زايد نعرف بلي كاين تريزومي 21 كاريوتيب هذيك التصويرات الافونجان عارفوا الكاريوتيب ولا لا؟ Vous connaissez le karyotype? Très bien, c'est le karyotype qui est le diagnostic de certitude de certaines maladies comme la trisomie 21. Donc, comment je peux avoir des cellules fœtales? Je vais réaliser une amniosynthèse, qui est un examen invasif. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un trocar, et je vais le faire entrer à l'intérieur de l'utérus, sans léser le fœtus, et je vais aspirer une quantité de liquide amniotique. Je vais recueillir des cellules amniotiques qui sont en fait des cellules fœtales, et je vais étudier cette cellule. Donc je peux confirmer le diagnostic de trisomie 21. Pourquoi faisons-nous le diagnostic prénatal de la trisomie 21? Parce que dans certains pays, l'avortement programmé, l'avortement médical est autorisé. Il est autorisé en cas de trisomie 21. En Algérie, il est interdit. En Algérie, il n'est pas permis de réaliser un avortement en cas de trisomie 21. D'accord? En Algérie, l'avortement
n'est indiqué, il n'est indicable que lorsqu'il y a un danger vital pour la maman ou son fœtus. Donc en Algérie, je ne sais pas si la loi l'autorise ou pas, je crois que non. D'accord. Et la majorité des Algériens ne le font pas. À cause de notre idéologie et de notre religion. D'accord. Donc voilà. On peut faire un diagnostic prénatal. Le diagnostic de certitude, c'est le diagnostic karyotypique. C'est le karyotype. Hi. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Le rôle du liquide amniotique toujours, il assure la nutrition du fœtus et du jeune embryon pendant les 3 premières semaines de grossesse. Il empêche l'adhérence de l'amnios à l'embryon, de la membrane amniotique à l'embryon. Il permet au fœtus de se mouvoir sans risque. Il peut danser, il peut dormir, il peut frapper sa maman sur son ventre. Ça permet de le protéger, la maman, parce qu'il y a un accident, une chute. D'accord? Donc il y a une protection du fœtus par ce bloc physique qui est de l'eau. Il permet la croissance du fœtus dans un environnement à température corporelle. Le fœtus avale le liquide amniotique et active ainsi ses reins. Pourquoi il active ses reins? Parce qu'il est en train de les éliminer. Donc le liquide amniotique est important pour le début, pour l'entraînement des reins. Je commence à entraîner les reins en leur envoyant un liquide sain qui est d'abord filtré par les reins de la maman. Il commence à faire travailler ses reins, à les entraîner. D'accord? Très bien. Toujours le liquide amniotique. C'est un chirurgien chatra ou un chirurgien chatra, un bon gynécologue. Bon, ça ne fait pas de nous un bon gynécologue le fait de faire ça. C'est une césarienne au cours de laquelle on a pu préserver le sac amniotique. Vous voyez, il a pu faire sortir le fœtus avec son sac amniotique. D'accord, خرجوا كامل, فتح la maman, خرجوا. Non, on fait pas un peu. Quand vous avez un gynécologue qui fait 5 ou 6 هكا مر بعضهم مصطفى, il a fait parler, il fait pas attention à ça. فتح بق تشوف مبروك عليك, فتح بق تشوف مبروك عليك, فتح تشوف مبروك عليك. Donc il faut beaucoup plus rapidement cela. D'accord? Très bien. Aux alentours de la 34e semaine, le liquide amniotique atteint ce volume maximal qui est de 1 litre. Un peu avant l'accouchement, lorsque l'utérus se contracte, vous savez très bien que l'accouchement commence par les contractions, le travail commence, il y aura une dilatation du col. Très bien. Lorsque l'utérus se contracte, la poche des os se rend. Vous avez déjà entendu parler de la fameuse couche des os. La couche des os, la poche des os, mais chez la poche des oiseaux. La poche des os, c'est une poche constituée par des os. Le liquide se déverse alors et lubrifie le passage dans les voies génitales pour faciliter le passage imminent du nouveau-né. Donc il faut savoir que la présentation normale, c'est la présentation céphalique. Haï la maman, donc ça c'est le ventre de la maman, ça c'est son membre inférieur, d'accord, ça c'est son vagin, il est ici, ça c'est l'utérus. Il faut savoir que la présentation la plus commune est la présentation céphalique où le fœtus sort par sa tête, Il y aura une rupture de la poche des os et la femme va perdre des os. La poche des os, c'est en fait quoi? C'est au niveau de l'utérus. Voici l'utérus, et ça c'est le vagin. Il faut savoir que la cavité amniotique va créer une petite dilatation en bas qui peut sortir du col. Et elle contient bien sûr du liquide amniotique. Elle va se rompre. En se rompant, elle va libérer l'eau pour lubrifier le vagin, mais aussi elle va stimuler les contractions utérines. Quand je trouve une maman, elle a commencé son travail ou elle tarde, je peux rompre moi-même la poche des os. J'ai une sage-femme, comme une épingle ou là, une aiguille stérile, une aiguille stérile, donc une aiguille stérile, elle rend la poche des os pour stimuler les contractions. D'accord? On peut aussi réaliser dans les heures qui précèdent l'accouchement, la femme tibda le travail, il n'y a pas de dilatation, elle ne commence pas l'accouchement, on peut réaliser le fameux décollement. Vous avez déjà entendu parler d'une femme qui vous a dit on m'a fait un décollement. Le décollement c'est quoi? C'est le fait de séparer cette poche, la cavité amniotique, de la séparer de la cavité utérine. Il y a un décollement. Il le gynécologue
et il décolle. Attention, c'est un geste médical. On le fait à tort et à travers, mais normalement, il ne faut jamais le faire sur une femme. On ne décide jamais d'un décollement sur une femme qui est sur table gynécologique. Normalement, normalement, elle doit être assise. En dehors de l'examen gynécologique, je dois lui proposer, madame, la grossesse le travail, est-ce que vous voulez que je vous réalise un décollement, sachant que les effets secondaires du décollement, les voici. Parce que le décollement peut donner des nausées, il peut donner des douleurs, il peut donner des saignements. Ça peut être mal vécu par la femme. Donc on ne décide pas un décollement au cours d'un examen gynécologique. Il faut proposer à la patiente ou à la future parturiente, tout en lui présentant quels sont les méfaits ou les désavantages du décollement. D'accord? Donc ce fut le fameux liquide amniotique. Vous voyez que la clinique et la biologie, c'est très intriqué. Très bien. On a terminé avec l'amnios.